Bonjour Olivier, bienvenue sur Copywriting Facile. Bonjour Mathieu. Je suis ravi de t'accueillir et nous allons parler tous les deux de la sortie de ton nouveau livre. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Est-ce que… Hey. Voilà. Donc il sort demain dans toutes les bonnes librairies, sur Internet, partout dans le monde d'ailleurs. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Bah écoute, moi j'aime bien me définir comme un prof de liberté. J'enseigne la liberté, notamment pour des entrepreneurs et des aspirants entrepreneurs, en partageant comment avoir une entreprise qui est au service de ta vie, plutôt que ta vie soit au service de ton entreprise. Et puis aussi comment être libre dans sa tête en passant par notamment le développement personnel. Moi, personnellement, j'ai arrêté l'école à 18 ans pour créer ma première boîte à 19 ans. Et c'était génial, sauf qu'au bout de quelques années, j'en ai eu marre d'avoir, si tu veux, le rythme classique de l'entrepreneur surmené, à savoir travailler 60-70 heures par semaine. Et après un peu d'exploration, j'ai créé ma boîte actuelle sur le web qui, elle, est au service de ma vie et qui me permet notamment de voyager 6 mois par an. Pas parce que je dois le faire, mais parce que j'aime ça, tout simplement. D'accord. Et donc, pour voir un petit peu d'où est partie la naissance de ton livre, quand tu as créé ton entreprise à 18 ans, du coup, tu étais sans diplôme en poche. Non, oui, j'aime bien dire que j'ai un bac-2, ouais. Et du coup, tu t'es lancé, donc tu as créé ton entreprise et tu es un peu tombé dans le piège de l'entrepreneur surchargé au début. C'est ça. C'est-à-dire que c'est vraiment très courant. Il y a même des gens qui appellent ça le mythe de l'entrepreneuriat, dans le sens où il y a beaucoup de gens qui finalement créent leur boîte dans l'objectif d'être plus libre, plus indépendant. Et ils se rendent compte malheureusement au bout de quelques années souvent que l'entreprise qu'ils avaient créée pour devenir libre était en fait devenue une prison. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Puisque quand j'en ai eu assez justement de ce déséquilibre important entre ma vie pro et perso, je me suis rendu compte que ma boîte c'était ma seule source de revenus, que en tant que gérant en France, j'avais pas le droit aux assédiques, que je pouvais pas la revendre, je voyais pas comment. Et en plus, j'avais mon salaire, les salaires des autres employés à payer et j'étais indispensable dans l'entreprise. Je ne voyais pas comment je pouvais réduire mon temps de travail. Donc, du coup, tu vois, j'étais pris au piège et ça m'a mis. J'ai pris plusieurs années pour comprendre et trouver les solutions. Du coup, c'est quoi qui a été le déclic parce que tu étais pris au piège et tu t'es dit. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment tu t'es dit stop, doit y avoir une solution, je vais commencer à chercher quelque chose? Les premières années, j'étais tout feu, tout flamme. C'était génial. Moi, je m'en foutais complètement de bosser tous mes week-ends. Au contraire, c'était super. Voilà, je pense que c'est juste. Je peux pas te donner de moment exact, mais ça s'est construit graduellement. Et au début, j'ai cherché plein de choses. J'ai fait des formations et tout ça. J'ai pas trouvé. Et un jour, je suis tombé sur un livre qui a complètement changé ma vie. C'est La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Et ce livre, en un week-end, puisque je l'ai dévoré, a changé ma vision d'un métier que je pratiquais depuis 8 ans, et ce qui était à savoir entrepreneur. Et c'est ça qui m'a lancé dans ma trajectoire actuelle. D'accord. Donc le fameux livre La semaine de 4 heures que j'ai lu aussi, qui est vraiment… ça bouleverse tout, c'est clair quoi. Et du coup, donc après, est-ce que tu avais le goût de la lecture déjà? Parce que après, tu as basculé sur la création des livres pour changer de vie avec un défi. Tu as lu un livre par semaine sur le personnel MBA. En fait, voilà, tout s'est enchaîné, c'est-à-dire que moi, à la base, je suis un grand lecteur, mais pendant 8 ans, j'ai lu que des livres de fiction presque. Et quand j'ai lu La semaine de 4 heures, déjà, je me prends une baffe énorme, bam, comme ça. Et ensuite, Tim Ferriss recommande plusieurs livres à la fin de son livre, et notamment le livre The He-Myth de Michael Gerber, donc le mythe de l'entrepreneur, et il explique exactement ça. Et ça, c'est dingue, à savoir ce que je t'ai expliqué, qu'il y a plein d'entrepreneurs finalement qui sont qui se sont construits une prison, et il explique pourquoi. Quand j'ai lu ce livre 15 jours après La semaine de 4 heures, Michael Gerber expliquait exactement quel était mon problème et pourquoi j'étais dedans. Et là, en 15 jours, bam, une deuxième baffe. J'avais les 2 joues rouges. Et c'est dingue, je me suis dit, waouh, il y a 2 livres qui en 15 jours peuvent changer complètement ma vision de quelque chose que je pratique depuis 8 ans. Peut-être qu'il y a d'autres bouquins intéressants dans d'autres domaines qui peuvent aussi m'apporter quelque chose, tu vois. Et du coup, je me suis mis en quête d'une liste de livres exceptionnelle. Je suis tombé sur la liste du personnel MBA qui est 99 livres dans 24 catégories différentes. C'est censé être les meilleurs livres de business au monde, mais ça parle de plein de choses finalement, pas que seulement de business. Et je me suis dit, il faut absolument que j'en lise un maximum. Et je me connais, tu vois, je sais très bien que dans ce genre de projet, au début, je suis tout feu, tout flamme, tu vois, j'y vais à fond. Puis au bout de quelques semaines, mois, quand je me rends compte finalement, il faut bosser un peu quand même,
je me décourage, tu vois, je me démotive et typiquement j'abandonne. Je me suis dit comment je peux hacker ma psychologie pour me motiver. Et je me suis dit, bah, tout s'est combiné en fait. Je voulais créer une boîte sur le web, je voulais me motiver à lire des bouquins et je voulais aussi partager la découverte. Ça paraît banal comme découverte. Oui, il y a des bons livres pratiques et ça peut changer ta vie. Sauf que moi, pendant 8 ans, je ne l'avais pas réalisé, même pendant 8 ans, pendant toute ma vie, je n'avais pas compris. Et je me suis dit, si je ne l'ai pas réalisé, je suis sûr qu'il y a des millions de personnes qui n'ont pas capté non plus. Et il faut juste que je partage cette idée que, hey, lisez, c'est bien de lire, mais lisez aussi des livres un peu pratiques de temps en temps, c'est sympa, il y a des très bons livres qui peuvent vraiment vous apporter quelque chose. Et donc tout ça s'est combiné, si tu veux, et ça a donné l'idée de mon blog Des livres pour changer de vie, où quand j'ai démarré, j'ai dit, voilà, je vais lire 52 livres en 52 semaines et publier un résumé par semaine sur mon blog. Donc c'était vraiment, tu vois, à chaque fois que je me lance dans un projet, j'essaie d'être gagnant sur plusieurs tableaux, comme ça, même si j'échoue sur un des plans, je serai gagnant sur les autres. Et là, en l'occurrence, je voulais me motiver pour lire tous ces bouquins, hein. J'ai hacké ma psychologie, je suis humain, j'aime pas avoir l'air bête devant les autres. Quand j'ai dit au monde entier, en tout cas à tous ceux qui voulaient bien entendre que j'allais lire 52 livres et en faire des résumés, ben, ça me mettait une pression, tu vois, positive, puisque c'est moi qui l'ai choisi. La deuxième, c'était que je construisais une présence en ligne, tu vois, qui pouvait éventuellement devenir un business, ça s'est passé exactement comme ça. Et en plus, le troisième effet qui se coule, c'est que je lisais des bouquins de business que je pouvais appliquer directement dans ma boîte. Donc ça m'a aidé aussi à améliorer cette entreprise qui me demandait beaucoup de temps. Donc, et ce qui est génial, c'est que finalement, j'ai été gagnant sur tous les tableaux. Il n'y en a pas un seul sur lequel j'ai échoué par rapport à mon objectif. Bah oui, c'est ça qui est génial, c'est que justement après, ça a été un enchaînement comme une boule de neige qui grossit, et tu as lancé ta première formation du coup. Donc c'était oui, Agir et réussir. Agir et réussir, ouais. Et donc, c'est là, pour Agir et réussir, tu as fait un lancement. Comment tu as découvert un peu ce principe d'utiliser des mots pour vendre, des lettres de vente? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, après mon défi de lire et de mettre en place une revue par semaine sur tous les livres que je lis, qu'est-ce qui t'a fait dire, je peux vendre une formation avec des lettres de vente, je peux créer quelque chose pour aider encore plus mes lecteurs, plus mes abonnés? Déjà, j'ai appris beaucoup de ces choses-là en lisant tous ces bouquins. Ça m'a vraiment ouvert sur un nouveau monde. Je suivais aussi un blogueur australien qui s'appelle Yaro Starak à l'époque et qui m'initiait par ses articles, et j'avais aussi acheté sa formation à l'époque à ce monde-là. Et voilà, c'est comme ça que c'est venu progressivement, simplement en m'ouvrant un petit peu au monde. Comme je voulais absolument réussir avec ce blog, j'ai regardé ce qui se passait au niveau du web anglo-saxon, en fait, tout simplement. Et puis voilà. Ok, et du coup, donc tu as fait ton lancement Agir et réussir, ça a été une super réussite. D'ailleurs, j'ai participé, j'ai utilisé je crois même ta que formation. tu fais partie des tout premiers inscrits, toi. Oui. Ouais, c'est vrai, je me rappelle. Une formation géniale 2009, au passage, j'ai appris énormément. Et donc après, tu as lancé Blogueur Pro. Ouais. Donc comment t'es venu l'idée de lancer Blogueur Pro? Parce que tu continues à aller de plus en plus loin. En appliquant toutes ces méthodes, ces principes que j'ai appris, j'ai vraiment obtenu des résultats assez exceptionnels, puisque mon blog Des livres pour changer de vie faisait 500 visites par jour au moment où j'ai commencé à vendre Agir et réussir. Et c'est pas énorme. Et je suis passé instantanément en proposant cette formation. J'avais fait un sondage auprès de mon audience et j'ai fait en fait exactement ce qu'ils voulaient. Donc je suis passé de 300 € à 3 000 € de chiffre d'affaires par mois. Et après, en faisant un grand lancement public, on est passé à 14 000 € par mois. Et c'est pas tellement, finalement c'est un chiffre d'affaires de TPE, mais pour un blog avec aussi peu de visites, c'est quand même énorme. Ah. Et quand j'ai vu à quel point, si tu veux, les autres blogueurs francophones, et notamment français, galéraient pour gagner quelques euros par-ci et par-là avec de la pub, je me suis dit, mais il y a vraiment un business model à enseigner en fait. La plupart des blogueurs aujourd'hui qui essaient de gagner de l'argent, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne comprennent pas. Ils sont restés dans un modèle qui date de plusieurs années, ils ne regardent pas ce qui se passe aux États-Unis, où au contraire ce modèle est déjà largement répandu. Je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Je peux apporter de la valeur et aussi au monde et à moi. Et puis voilà, d'un point de vue business, ça fait sens, hein, tu vois, de proposer une formation pour enseigner ce business model. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de Blogueur Pro, tout simplement. D'accord. Et ensuite, tu as continué à te développer toujours plus loin et à aider de plus en plus de monde.
Et du coup, comment tu as eu l'idée de ton livre? Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Comment ça t'est venu? Écoute, Comment c'est arrivé? écoute, mon entreprise a commencé à vraiment bien fonctionner. Au point voilà, où je te dis, elle était vraiment sérieuse de ma vie. Ça fait quand même depuis 2000, fin 2010 que je voyage 6 mois par an. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Et tu connais la pyramide de Maslow, la pyramide des besoins, je Oui, oui, suppose? oui, oui. Voilà, bah, tu vois, il y a le premier niveau où il faut que tes besoins physiologiques soient comblés, donc il faut que tu manges, il faut que tu aies à boire, il faut que tu aies un toit, etc. Après, tu as le besoin de reconnaissance, d'accomplissement, etc. Et ben, j'avais quand même déjà pas mal de tous ces niveaux qui étaient déjà remplis finalement. Et finalement, j'ai ressenti un appel. Déjà, j'avais envie d'écrire un livre depuis longtemps. Et j'ai ressenti un appel, si tu veux, à apporter une grande valeur au monde, à toucher un maximum de gens, à les aider un maximum et à me réaliser en même temps. Tu vois, là, on est vraiment en haut de la pyramide de Maslow. Parce que je vais te dire, tu vois, le livre, il est quand même gros, quoi. Il fait plus de 500 pages, il y a plus de 400 références scientifiques. C'est beaucoup de travail. J'ai mis 3 ans et demi à l'écrire. Et clairement, je ne l'ai pas fait pour de l'argent. Parce que, tu vois, si j'avais passé tout ce temps et cette énergie à créer des produits plutôt que d'écrire ce livre, j'aurais gagné beaucoup plus d'argent. Mais en fait, j'ai vraiment réalisé ce livre pour toucher un maximum de rebelles intelligents. Pour moi, les rebelles intelligents, c'est des gens qui entendent au fond d'eux, tu vois, une petite voix qui les appelle à faire autre chose. Voilà, un appel qui ne se sentent pas très à l'aise finalement dans le système actuel. Ça peut être l'étudiant qui aujourd'hui s'ennuie à l'école, qui se demande pourquoi il apprend des trucs qui vont lui servir à rien et qui même se questionne, tu vois, sur la pertinence du modèle éducatif par rapport aux besoins de la société actuelle. Ça peut être le cadre qui extérieurement a tous les signes de succès, qui a un beau job, qui a fait un beau diplôme bac+5, qui a un beau salaire, une belle voiture, une belle maison, mais qui ressent au fond de lui qu'il aspire à autre chose, qui ne se voit pas faire ça toute sa vie. Finalement, le rebelle intelligent, c'est celui qui se dit qu'il y a autre chose pour s'accomplir que le classique, tu vois, passe le plus gros diplôme que tu puisses avoir et puis fait du métro, boulot, dodo pendant 40 ans et éventuellement profite de la vie quand tes plus belles années seront derrière toi. Et je me suis dit que voilà, je voulais toucher un maximum de ces gens-là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, c'est des braises et elles peuvent prendre et faire des feux, tu vois, immenses avec beaucoup de chaleur et de lumière. Mais le problème, c'est que ces braises, on les a mouillés toute leur vie. D'accord. Et moi, j'aimerais juste, avec ce livre, être la petite brise qui fait en sorte que ces braises prennent tout simplement. Et j'ai vraiment voulu montrer à tous les rebelles intelligents, et ce livre n'est pas pour tout le monde, il est pour les rebelles intelligents, qu'il y a justement une autre voie, effectivement, que ça peut être intéressant d'écouter la voix qui est au fond d'eux, qui les appelle à faire autre chose, et pour leur montrer que non seulement je l'ai fait, que des centaines de personnes l'ont fait, et qu'il y a vraiment des manières de hacker le système de manière éthique en apportant de la valeur à tout le monde, et qui est prouvé par la science. Voilà. Donc du coup, c'est pour ça, en fait, tu as pris presque 4 ans pour écrire ton livre, pour concevoir ton livre, pour faire toutes les recherches scientifiques, pour t'appuyer sur des recherches scientifiques, en fait, tu fais passer ta notion, ton idée de rebelle intelligent, c'est-à-dire de réussir finalement d'une façon différente de ce qui est enseigné de la voie classique, en fait, pour sortir de la voie classique. Et en fait, pourquoi tu as choisi de passer autant de temps pour rédiger ton livre? Parce que c'est un travail énorme. 3 ans, 4 ans, c'est 500 pages, énorme. c'est énorme. Honnêtement, quand j'ai démarré, je ne pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Alors déjà, j'ai même eu des assistants de recherche, jusqu'à 4 assistants de recherche qui travaillaient pour moi pour m'aider à trouver les références scientifiques. T'imagines, plus de 400. Écoute, j'ai vraiment, en l'occurrence, je suis plutôt partisan de l'approche rapide et simple. Mais là, je te dis, j'avais déjà finalement réalisé pas mal de niveaux de la pyramide de Maslow et je voulais vraiment réaliser mon chef-d'œuvre. Donc, pour le coup, j'étais beaucoup plus perfectionniste que d'habitude et j'ai vraiment fait en sorte d'écrire un fucking livre, tu vois. Après, il n'est pas parfait, il a des défauts, notamment il est gros, il y a plein de gens qui vont commencer, qui ne vont pas le finir. Mais peu importe, moi, et je sais qu'il y a plein de gens qui vont lire et qui ne vont pas l'appliquer aussi, ça c'est un autre problème. Mais je m'adresse à la minorité de rebelles intelligents qui va le lire, l'appliquer et en tirer de la valeur, tout simplement. Et j'ai vraiment fait en sorte de donner le maximum pour aider ces gens. J'ai écrit le livre que j'aurais aimé avoir quand j'ai quitté l'école à 18 ans pour créer ma première boîte et qui allait m'enseigner justement comment réussir dans la vie. Du coup, en fait, si je comprends bien, ton idée, c'est de réveiller la
la fibre entrepreneuriale qui sommeille un peu en chacun de nous, d'écouter cette petite voix, d'attiser la flamme et de se lancer, quoi, tout simplement, quoi. Mais oui, puis je pense, tu vois, qu'on arrive à une époque où la société évolue de plus en plus vite, c'est à une vitesse qui s'accélère, enfin voilà, je veux dire. Et l'école, enfin, les gens se rendent compte de plus en plus que le modèle que l'école enseigne est de plus en plus inadéquat par rapport aux attentes de la société. Aujourd'hui, on ne peut garantir à personne que son job va encore exister dans 20 ans. On ne sait pas. On a vu ce qui s'est passé avec Uber, les taxis se sont réveillés un jour pour se rendre compte que leur métier n'existait plus, ou en tout cas qu'il allait bientôt disparaître. Et ça peut arriver dans n'importe quel domaine dans les années qui viennent. Et même si ton job va encore exister dans 20 ans, il va sans doute être complètement chamboulé par l'apparition de nouvelles technologies. Il faut quand même se rendre compte qu'il y a 20 ans, la plupart des gens n'avaient jamais entendu parler d'Internet. C'est quand même pas si loin, 20 ans. Ouais, et aujourd'hui, Internet, on pourrait plus s'en passer. On se demande comment on faisait avant. Pourtant, il y a 20 ans, les gens qui avaient un modem, c'était l'exception plutôt que la règle. Et dans 20 ans, ça sera exactement pareil. Dans 20 ans, on utilisera des technologies, on se demandera mais comment on faisait avant, alors qu'aujourd'hui, on ne sait même pas ce que c'est. Et du coup, qu'est-ce que ça implique? Le problème, c'est que l'école continue à se focaliser sur l'enseignement d'un savoir cristallisé. Et souvent, bon, bien sûr, il faut quand même. Je dis pas que tout est acheté dans ce bouquin dans l'école. Attention, hein. Je dis juste qu'il faut pas voir l'école, le système éducatif comme une vache sacrée intouchable qu'on peut pas critiquer. Que c'est important, au contraire, de voir ses faiblesses pour pouvoir les contourner par soi-même. Parce que le système a une inertie tellement énorme que si tu attends qu'il se réforme, il est déjà trop tard en fait. Donc l'école se focalise sur l'enseignement d'un savoir cristallisé qui souvent est obsolète déjà au moment où elle l'enseigne. Et qui en tout cas ne peut pas garantir à quelqu'un que ça va être suffisant pour son métier. L'école ferait mieux aujourd'hui d'enseigner la créativité, l'autonomie, le réflexe et la méthodologie d'apprendre par soi-même et l'entrepreneuriat, parce que finalement on va avoir besoin au XXIe siècle de plus en plus de rebelles intelligents, souples d'esprit, adaptatifs, qui ne résistent pas au changement mais qui l'accompagnent, voire même qui le provoquent, parce qu'on va vers une société où de toute façon on est incapable de savoir quel métier on fera avant de prendre notre retraite, parce qu'il aura sans doute fondamentalement énormément changé, voire même il sera différent. Et en plus, on sait très bien que quasiment tous les jobs physiques et ou répétitifs vont être délégués à des logiciels ou à des robots, voire ou bien simplement externalisés à l'étranger. Je veux dire, aujourd'hui, il y a des tas de métiers qui existent. Bon, le taxi, on sait que dans quelques années, les voitures automatiques arrivent, c'est fini. Pareil, les facteurs, les livreurs. Donc, dans quelques années, les camions seront automatiques, il n'y aura plus besoin de chauffeurs routiers. Il y aura plus les facteurs, les colis seront sans doute livrés par drone. Il y aura peut-être encore des courriers papier, mais ça va réduire fortement la demande d'emploi dans ce secteur-là. Il y a des tas de métiers qui vont disparaître. Et du coup, personne n'est vraiment à l'abri, même les métiers créatifs. Aujourd'hui, tu as des logiciels qui sont capables de composer des symphonies musicales. Quand tu les fais écouter à des passionnés, sans leur dire qui est un humain, qui est un logiciel, ils ne sont pas capables de voir la différence. Je veux dire, c'est quand même incroyable. Donc, on va vers une société où, alors ça va créer beaucoup de richesses aussi, hein, sans doute que voilà, on va travailler moins et on va justement se focaliser davantage sur des tâches créatives. Bon, tout ça pour dire que c'est important de prendre en compte, de comprendre ça, de voir à quel point l'école a un problème d'adaptation et ça va pas sans doute se régler rapidement, et qu'il faut se prendre en main, et que justement, en plus, ce qui est génial, c'est que cet acte de se prendre en main fait partie justement des compétences qu'on doit développer pour le XXIe siècle. Donc c'est parfait en fait finalement. Du coup, le truc c'est qu'il faut en prendre conscience, il faut agir par soi-même et pas attendre que le système résolve le problème pour nous. Et ça c'est un réflexe un peu latin si tu veux de se dire bon on va attendre que le gouvernement résolve le problème pour nous. Tu vois, on dit souvent dans les pays latins les gens ils défilent dans la rue pour demander au gouvernement de régler leurs problèmes, et dans les pays anglo-saxons les gens ils défilent dans la rue pour demander au gouvernement de les laisser tranquilles. Oui, du coup, ouais. donc tu vois, et je pense que là, pour le coup, avec tout ce qui se profile à l'horizon, la mentalité de se dire, moi, je veux qu'on me laisse tranquille et qu'on me laisse créer de la valeur et puis me débrouiller, c'est une mentalité qui va amener plus loin, si tu veux, que d'attendre un système qui se fait disrupter de tous les côtés, et pas par des institutions, justement, mais par des gens qui se sont pris en main et qui sont dans une démarche autonome. D'accord. Donc du coup, avec toute ton expérience de rebelle intelligent, toutes tes années en tant qu'entrepreneur,
quel est le conseil que tu donnerais pour mettre son entreprise au service de sa vie et pas l'inverse comme ça peut être le cas en fait? Ouais, bah déjà ça passe par la compréhension de la différence, si tu veux, entre une entreprise qui est au service de sa vie plutôt que l'inverse. Déjà, ça passe par une différence importante à comprendre entre le fait de se créer son job ou le fait de créer un business. C'est pas la même chose. La plupart des gens qui créent une entreprise se créent leur job, ce qui est très bien, mais c'est pas pareil que de créer un business. Et la différence entre les deux, c'est quoi? Quand tu crées ton job, tu vas travailler dans ton entreprise. Quand tu crées un business, tu vas travailler sur ton entreprise. C'est la même différence qu'entre un homme orchestre et un chef d'orchestre. L'homme orchestre, il travaille dans son orchestre, entre guillemets, c'est lui l'orchestre, et il joue tous les instruments en même temps. Il a besoin d'être bon dans tout. Le chef d'orchestre, lui, il ne travaille pas dans son orchestre, il travaille sur son orchestre. On ne lui demande pas d'être bon dans un instrument de musique, on s'en fout. Tout ce qu'on lui demande, c'est de faire en sorte que les joueurs qui, eux, enfin les joueurs de musique, hein, les musiciens, donc, eux jouent en harmonie et fassent un ensemble qui soit beau. Et donc, il ne travaille pas dedans, il travaille sur. Tu vois la différence? Il fait en sorte que l'ensemble fonctionne en harmonie. Donc, pour donner un exemple concret dans une entreprise, voilà, un exemple concret qui déjà peut faire une belle différence. La plupart des entrepreneurs font une erreur qui est de ne pas utiliser une technologie qui est pourtant ancienne puisqu'elle a été inventée il y a 6000 ans. D'après toi, quelle était l'une des plus grandes inventions de l'homme il y a 6000 ans à peu près? 6000 ans, je ne sais pas, je dirais l'écriture. Exactement, l'écriture. Ouais, bravo. Souvent on me dit la roue, ce qui est vrai aussi, hein, c'était à peu près inventé en même temps, mais l'écriture, ouais. Le truc, c'est que la plupart des entrepreneurs ont une démarche dans leur entreprise qui est celle de chasseurs-cueilleurs de la préhistoire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que toutes leurs connaissances sont dans leur tête et que la seule et unique manière de les transmettre, c'est une transmission orale. Comme avant l'écriture. C'est quand même dommage de ne pas utiliser une invention qui est si ancienne. Donc, qu'est-ce qui se passe du coup? Ça veut dire que voilà, quand il y a des employés qui arrivent dans l'entreprise, ils les forment à l'oral. Ensuite, si l'employé forcément, il ne va pas tout retenir, il va oublier des trucs. Tu vois, peut-être qu'il va prendre des notes, mais vite fait, puis il va les paumer, etc. Il va devoir te redemander des choses. Pareil, il ne peut pas tout savoir, il ne peut pas tout retenir. À un moment ou à un autre, il va te demander des choses. Et le truc, c'est que du coup, tu vas te rendre indispensable dans le système parce que tu n'as pas compris que tu pouvais externaliser tes connaissances dans un système externe qui pouvait fonctionner sans toi. Et du coup, tu vas être dérangé en permanence parce que dès que tes employés ils vont avoir besoin d'un bout de connaissance que toi seul as, ils vont devoir t'appeler, ils vont devoir t'envoyer un mail, ils vont devoir, voilà. Il y a des gens, tu vois, ils se sentent presque fiers quand ils partent en vacances de voir qu'ils ont 20 ou 30 messages par jour ou en revenant, tu vois, dans leur boîte. Parce qu'ils ont l'impression d'être indispensables, mais ils ne se rendent pas compte qu'au contraire, c'est un énorme problème d'organisation. Et le chef d'entreprise qui a l'approche de créer un business plutôt qu'un job, il va avoir cette démarche de comprendre qu'une entreprise, c'est un système avec différents éléments qui doivent produire une valeur ajoutée pour le client final et qui doivent faire rentrer de l'argent dans le système. Et que son job d'entrepreneur, c'est de faire en sorte que le système fonctionne bien et que lui, il n'a pas besoin d'être dedans forcément. Tout comme le chef d'orchestre, il n'a pas besoin d'être dans l'orchestre. Et en tout cas, qui peut externaliser des choses qu'il fait déjà à d'autres choses. Donc, pour reprendre l'exemple des connaissances, un truc tout bête, c'est quand tu formes ton salarié, tu fais aussi une procédure écrite avec tout ce qu'il doit faire. Comme ça, si le salarié il a une question après, il n'a pas besoin de te demander, il consulte la procédure. Et ça fait une différence énorme parce qu'on te sollicite moins, ça te fait gagner du temps et en plus, c'est plus efficace et plus fiable. Parce que si l'employé il fait une erreur, c'est simple, tu as deux solutions. Soit il a suivi la procédure à la lettre et c'est à cause de la procédure qu'il a fait une erreur. Dans ce cas-là, pas de problème, vous changez la procédure et l'erreur ne reviendra plus jamais. Soit il n'a pas bien suivi la procédure et là, il n'y a aucun problème, on sait tous de qui est la responsabilité de la faute. Tu vois. Et même l'employé ne peut rien dire. Et c'est pas le truc, tu vois, tu vas pas sortir, tu vas pas commencer à le taper pour ça, mais je veux dire, au moins tu sais, l'employé il peut pas se réfugier derrière quoi que ce soit et il va le prendre sur lui et normalement il ne va plus jamais refaire cette erreur. Et alors souvent, voilà, le truc c'est que clairement, les procédures, c'est pas marrant. Écrire des trucs, c'est casse-pied. Donc, il y a un hack tout simple pour commencer à faire ça dans son entreprise. C'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de tâches de toute façon qui sont faites sur ordinateur. Donc, typiquement, quand un employé arrive dans l'entreprise, tu vas lui montrer des choses sur ordinateur, tu vas lui montrer comment se servir d'un logiciel, etc. Eh bien, un hack tout simple que tout le monde peut faire.
Pendant que tu lui expliques à l'oral, pourquoi ne pas enregistrer ton écran en même temps? D'accord. Oui, bah oui. Tout simplement, tu enregistres ton écran. Aujourd'hui, tu as des logiciels très fiables qui font ça, qui coûtent pas cher, comme Camtasia ou ScreenFlow sur Mac, Camtasia sur PC. Et donc, ça enregistre ta voix en même temps. Et après, tu as une vidéo. Et ça te fait ta procédure. L'employé, si jamais il ne se rappelle pas d'une étape ou qu'il a une question, il peut se repasser la vidéo, il peut se la repasser autant de fois qu'il veut. Il peut la ralentir, c'est génial pour lui. Et tu mets la vidéo dans une Dropbox. Et après, ça te fait une procédure. Ce qui fait que, déjà, l'employé va te solliciter moins. Et en plus, si jamais lui, je sais pas, il a une absence maladie ou qu'il a un accident ou qu'il part et que tu dois prendre quelqu'un d'autre, ça te prend beaucoup moins de temps pour former la personne parce que tu lui dis, tiens, regarde les procédures dans la Dropbox, mets en pratique et si tu as des interrogations, pose-moi une question. Ça va réduire dramatiquement le temps de formation que ça te prend, ça va être plus efficace et ça va faire en sorte que tu es moins interrompu, ça va te faire gagner beaucoup de temps sur le long terme. Et aussi, après, bien sûr, tu étends ça à tous tes employés. Tu leur dis, parce que c'est ça aussi le problème. Dans les entreprises, il n'y a pas que l'entrepreneur. Tous les employés, ils en sont au stade des chasseurs-cueilleurs de la préhistoire. Toutes leurs connaissances sont uniquement dans leur tête. Et donc, quand l'employé part ou qu'il n'est pas disponible, c'est perdu à jamais. C'est quand même dommage. Donc, pareil, il peut faire des procédures vidéo ou écrites. Moi aujourd'hui, mes procédures, c'est plus moi qui les fais. Je fais des vidéos et je demande à mes prestataires, puisque moi, je n'ai pas d'employés, j'ai que des freelances, de faire les procédures écrites pour moi, tout simplement. Et aujourd'hui, j'ai tout un corpus de procédures dans ma Dropbox. Et là, récemment, par exemple, ma responsable éditoriale est partie il y a quelques mois. J'en ai pris une autre. Le temps de formation a été très court. J'ai dit, tiens, regarde, tout est dans la Dropbox. Applique sur cette première chronique qu'on a envoyée. Dis-moi si tu as des questions. Elle a fait 95% du travail tout seul. C'était magnifique. Du coup, ça te libère. C'est comme ça que tu arrives à te libérer du temps. Si je comprends bien, mais ça, c'est juste un exemple, tu vois. Mais déjà, tu vois à quel point c'est relié au fait qu'au final, tu penses en termes de système et pas en termes de qu'est-ce que je dois faire moi dans la boîte. Enfin, tu te vois juste comme un élément de la chaîne et tu comprends qu'il y a des choses que tu fais que tu peux externaliser à des systèmes automatiques, là en l'occurrence l'écriture ou les vidéos. Tu peux déléguer à des employés, tu peux externaliser à des prestataires, tu peux déléguer à des logiciels, voire même tu peux complètement éliminer. Du coup, ça fait. Le but, c'est de te rendre moins indispensable. C'est contre-intuitif, mais c'est important. Voilà, c'est cette idée. C'est tout l'inverse. Certaines personnes ont tendance à se rendre indispensables, que ça va apporter de la valeur. En fait, c'est tout l'inverse. Plus tu rends tes salariés autonomes et guidés par des procédures, plus ton entreprise peut progresser rapidement, en fait. En partageant le savoir ce qu'il y a dans sa tête, en le partageant avec les bonnes personnes et en incitant, comme tu fais toi, d'autres salariés à partager avec les personnes qui gèrent. Et c'est ce qui permet de créer ta machine et ta liberté. Donc, exactement. Du coup, t'expliques tout dans ton livre. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. C'est la troisième partie. En fait, il y a 3 grandes parties. Donc, il y a 3 grandes parties. La première partie, c'est une critique du système éducatif. Pourquoi il est obsolète, pourquoi il est vain d'attendre qu'il se réforme. Deuxième partie, comment hacker son apprentissage en boostant son intelligence, en apprenant à apprendre, en développant sa volonté. Et troisième partie, comment créer justement une entreprise qui est au service de sa vie. Donc, le manuel du rebelle intelligent du 21e siècle. Je disais, le sous-titre, c'est comment devenir libre, vivre à fond et réussir en dehors du système. Donc, ton livre est disponible dès demain, le 23 septembre, dans plusieurs pays dans le monde. Alors, tous les pays francophones, enfin presque, donc France, Belgique, Suisse, Canada, enfin Québec et tous les dom-toms et même les pays africains francophones. De toute façon, si votre libraire ne l'a pas, eh bien vous le commandez auprès de lui, il sera ravi de l'amener jusqu'à vous. Puis sinon, c'est disponible sur Amazon, bien sûr. Et il est disponible au format numérique, donc sur le Kindle, l'iBook Store d'Apple et puis le Kobo. Donc comme ça, tout le monde est content. Bon, il est disponible partout. Je rajouterai un lien sous cette interview vers Amazon. En tout cas, je te remercie beaucoup, Olivier, d'avoir pris le temps de partager énormément. Il y a énormément de conseils dans cette interview. C'est fabuleux. Merci beaucoup. Et puis, je te propose le mot de la fin en tant que rebelle intelligent? Ouais, écoutez, j'ai vraiment essayé de donner le guide du 21e siècle pour les rebelles intelligents. Donc, allez au moins le feuilleter dans votre librairie et puis voyez si ça vous parle. Merci beaucoup, Olivier, et à très bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.